Là, il y a des cessez-le-feu qui sont en train d'être discutés, mais je crois qu'à peine discutés, ils ont déjà été rompus. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la situation, Lina ? Alors, les États-Unis ont bombardé dimanche, Dimanche, ouais. 3 installations nucléaires iraniennes, donc les sites de Fordo, Natanz et Ispahan. Pour l'instant, on ne connaît pas vraiment l'ampleur des dégâts. Il y a des inspections qui vont être menées, à la fois par les Iraniens eux-mêmes et sans doute aussi par l'AIEA. Qui continue son travail. L'AIEA, l'agence qui surveille, je ne sais plus les initiales, mais l'agence qui surveille le nucléaire au niveau international. Exactement. Quoi. L'agence pour la surveillance de l'énergie atomique, qui est donc sous l'égide de l'ONU. Donc déjà, il va falloir procéder à cette évaluation-là. Tout de suite, les Iraniens, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup de cartes en main, ont précisé que parmi les cartes dont ils disposaient, il y avait une éventuelle riposte contre les intérêts américains dans la région, donc ça veut dire les bases militaires. Il y en a plein en plus dans la région tout autour de l'Iran. Exactement, ils sont un petit peu, ils ont sans doute un sentiment d'encerclement à cet égard. Et donc, c'est une menace qu'ils ont mis en application hier soir. Alors, c'est une riposte qui a été graduée. On sent bien qu'ils ont quand même mesuré les frappes. Gradué, c'est-à-dire qu'on ne balance pas tout d'un coup, quoi. On y va petit à petit. En clair, le ciel n'a pas été saturé de missiles comme on aurait pu s'y attendre. En même temps, ça aurait été un peu une opération suicide pour le pouvoir iranien. Donc, la riposte, quand je dis qu'elle a été graduée, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé une espèce de message symbolique. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé exactement sur la base qui est au Qatar, qui est la plus grande et qui sert de base de commandement et de projection aux États-Unis, non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour toute l'Asie centrale et l'Asie du Sud. Et donc, ils ont envoyé exactement le même nombre de missiles que le nombre de bombes qui avaient été larguées par les États-Unis. Donc, il y avait un petit peu un message symbolique de ce niveau-là. En disant on n'est pas totalement mort, regardez, on est capable de riposter, et en même temps on continue de laisser un bout de porte ouverte. On renchérit pas, quoi. On vous renvoie ce que vous nous avez envoyé. Exactement, donc ils avaient prévenu, il y avait un préavis qui avait été renvoyé non seulement au Qatar, avec lequel l'Iran a de très bonnes relations. Il y a des accords de coopération qui avaient été signés il y a quelques mois de ça, notamment l'un des plus longs tunnels sous-marins entre les deux pays. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas des pays qui sont eux-mêmes en conflit. Donc, l'Iran avait envoyé ce qu'ils appellent un préavis, et l'Iran avait également prévenu les États-Unis. Donc, en fait, sur cette base du Qatar, il n'y avait pas d'avion, tout avait été mis à l'abri, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on peut parler de riposte graduée. Ouais, c'était plutôt un signal envoyé qu'une véritable volonté de détruire, est-ce qu'on peut dire ça ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment le signe qu'ils ne voulaient pas trop faire monter la tension. Et puis, c'est sûr qu'une survie plus massive, elle aurait entraîné une menace pour la survie du régime. Donc, de ce point de vue-là, comme c'est vraiment quand même l'objectif de rester au pouvoir... Ce qui est assez surprenant, c'est que hier, effectivement, dans la soirée, Donald Trump, de manière totalement unilatérale, de la même manière que la guerre avait été lancée, en fait, il annonce tout seul un cessez-le-feu entre les deux parties. Bon, il y a eu un petit moment de flottement parce que, effectivement, les autorités iraniennes disent « mais nous, on n'a pas reçu de proposition ». Finalement, quelques heures plus tard, ils ont dit que la médiation avait été acceptée. Donc, d'après ce que je comprends, c'est que Donald Trump... lui, a négocié directement avec Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, et son envoyé spécial au Moyen-Orient, Steve Witkoff, Marco Rubio, donc le secrétaire d'État, et il y a un troisième larron qui m'échappe là tout de suite, mais eux ont négocié avec le Qatar, oui c'est ça, pour qu'il y ait une médiation et qui convainque les autorités iraniennes d'accepter le cessez-le-feu. Et effectivement, comme tu le disais, là on a appris il y a quelques minutes qu'il y aurait déjà des premières violations, donc on voit bien que tout ça est fragile. L'Iran aurait tiré une première série de missiles. Évidemment, derrière, Israël annonce que la riposte sera terrible. Une série de missiles sur Israël ou encore sur les bases ? Sur Israël, oui. Sur Israël. Donc, tout ça est un peu tangent. Je pense que dans la journée, il va falloir regarder attentivement ce qui se passe. Ça va être amené à bouger.
Mais effectivement, on a affaire à quelque chose d'assez fragile. Il y a juste une question que je me pose. Tu dis que donc, c'est Donald Trump qui a un peu dit tout seul cesser le feu. Finalement, on comprend que ça aurait commencé à être négocié avec Benjamin Netanyahou. Mais je crois que les Israéliens ont été les derniers à reconnaître et à accepter le cessez-le-feu. En tout cas, dans les notifs des infos que j'ai eues, j'ai d'abord vu les États-Unis, ensuite j'ai vu l'Iran quelques heures après. Et là, ce matin, je crois, j'ai vu Israël ou en fin de nuit. C'est ça. Ouais, et donc le cessez-le-feu est déjà en train de péter, c'est ce qu'on comprend. En tout cas, merci beaucoup Lina de nous avoir fait un petit point sur la situation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais ajouter qui te semblent importants pour comprendre la situation, ou est-ce qu'on se refait un point plus tard Non, je pense ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement là, ce qu'on se demande, c'est effectivement si le cessez-le-feu va tenir, mais l'étape d'après, ça sera de voir à quel accord ils aboutissent à partir de ce cessez-le-feu, parce que c'est vrai que l'Iran est affaibli. Après la guerre au Liban, ses proxys, donc le Hezbollah n'est plus du tout en capacité de riposter et d'attaquer Israël à partir de ses bases. Son commandement a été complètement détruit. Ses bases au sud du fleuve Litani ont été démantelées. La guerre se poursuit au Liban. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais malgré le cessez-le-feu qui avait été décrété, le sud du pays continue d'être bombardé régulièrement. C'est aussi le cas de la banlieue sud de Beyrouth, qui est à majorité chiite. Donc, il y a des opérations qui continuent. Donc, de ce point de vue-là, le Hezbollah n'est pas trop en capacité de suppléer l'Iran pour une éventuelle riposte. Il y a la question de ce que je disais de l'état des installations nucléaires, parce que l'Iran va sans doute vouloir poursuivre son programme d'enrichissement de l'uranium. La seule manière dont il peut accepter aujourd'hui un accord, ça serait un accord qui soit pas totalement une forme de reddition en fait, ou de capitulation, quoi. Donc il va falloir qu'il trouve une espèce de forme qui soit satisfaisante pour les deux parties, c'est-à-dire à la fois pour Donald Trump, pour qu'il apparaisse comme celui qui... le faiseur un petit peu de roi. Exactement, le faiseur de paix, le faiseur de roi. Et pour les Iraniens, pour Israël aussi, qui, on le voit, a une hégémonie qui s'étend dans la région. Certains parlent du début d'une ère israélienne sur la région. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. En tout cas, par la force, c'est vrai qu'ils ont imposé pas mal de choses et qu'ils ont contribué ils sont en train de contribuer à la recomposition du Moyen-Orient. On l'a vu aussi avec la chute de Bachar el-Assad, qui redistribue pas mal les cartes. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que les diplomates vont devoir être assez inventifs. Est-ce que ça passe par un accord qui serait plutôt régional, plutôt qu'entre les deux parties, tu vois, un accord qui permettrait un enrichissement de l'uranium dans un cadre régional, et donc dans ce cas-là, qui permettrait de ne pas trop franchir les lignes rouges, puisque de fait, il serait sous surveillance. Et donc, je pense pas qu'on assistera à un accord de type accord de Vienne, le JCPOA, qui a été, dont Trump d'ailleurs s'était retiré complètement unilatéralement en 2018. À mon avis, on n'aura pas affaire à quelque chose de cet ordre-là. Et donc, pour que la guerre s'arrête, il faut que les deux parties trouvent une sortie honorable, en fait. Voilà.